Bon. Bon, allez, on y va. Bonjour à tous, et à toutes, je vous remercie de venir, à ce webinaire sur, la santé mentale, plutôt du côté, positif et du côté, trucs et astuces, pour avoir, une bonne santé mentale. Donc, je me présente, je suis Anne-Laure Thierry, je suis psychologue clinicienne au service de santé au travail. Donc, au service de santé au travail, je suis IPRP, intervenante en prévention des risques professionnels et je m'occupe de tout ce qui est risques psychosociaux, souffrance au travail et événements traumatiques, dans les entreprises. Donc aujourd'hui, je suis là pour vous présenter des petits trucs et astuces. Nous sommes dans la semaine de la santé mentale et c'est pour ça que votre service de santé au travail, a voulu, mettre en place des actions, sur, la santé mentale. Alors, qu'est-ce que la santé mentale déjà dans un premier temps? Hein? Eh bien, je vais vous donner la définition exacte de l'OMS. La santé mentale correspond à un état de bien-être mental qui nous permet d'affronter nos sources de stress, de la vie, de réaliser notre potentiel, de bien apprendre et de bien travailler et de contribuer à la vie de la communauté. Donc ça, c'est la définition exacte de l'OMS. Ce qu'il faut comprendre sur la santé mentale, c'est que ce n'est pas que de la joie. On n'est pas tout le temps en joie, on a d'autres émotions. On a, l'émotion peur, l'émotion colère, l'émotion, tristesse. Ce sont des émotions de tous les jours qui font penser par moments que peut-être on a une santé mentale fragile, mais absolument pas. C'est pas ça, un trouble de la santé mentale. C'est peut-être un peu plus fragile. Donc il faut bien comprendre que la santé mentale, en fait, c'est un continuum, d'une santé qui peut, alterner différentes émotions. Donc on n'est pas la bonne santé mentale, c'est pas être que bien ou que dans, l'euphorie et la joie. Et on a une bonne santé mentale, entre autres, parce qu'on a des compétences psychosociales. Alors les compétences psychosociales, qu'est-ce que c'est? Je vais vous présenter un petit film, donc là, j'espère que vous allez bien entendre le son, de qu'est-ce que c'est au quotidien, vos compétences psychosociales. Vous allez voir que vous les utilisez tous les jours. Pour que les gens adoptent des comportements plus favorables à leur santé et à celle des autres, différentes approches ont été expérimentées. Les sermons moralisateurs, la menace et la peur, les leçons de bonne santé. Mais tout ça ne marche pas très bien. Et si on s'y prenait autrement? Dans les années 90, un groupe d'experts nord-américains s'est réuni pour soutenir une démarche alternative, le développement des compétences psychosociales. Ils ont défini ces compétences comme la capacité d'une personne à répondre efficacement aux épreuves de la vie quotidienne. Mais dit comme ça, ce n'est peut-être pas encore très clair. Pourtant, sans le savoir, vous faites tous appel à ces 10 compétences dans votre vie de tous les jours. Voyons comment. 8h10 déjà, vous devez être au travail à 8h30. Difficile d'arriver sereine et à l'heure si vous faites comme d'habitude le chemin à pied avec votre voisine Michel. Aujourd'hui, il faut oublier la petite marche tranquille. Alors, bus ou sprint jusqu'au bureau? Vous proposez à Michel de prendre le bus ce matin et d'organiser une balade en forêt ce week-end. Elle est ravie, vous venez de mobiliser votre première compétence. Vos choix de vie impactent votre bien-être et celui de votre entourage. Mais pas de pression. L'essentiel, c'est que vous soyez capable de prendre des décisions qui vous semblent justes et de résoudre les problèmes auxquels vous êtes confrontés. 12h55. Votre collègue passe vous prendre comme prévu pour déjeuner. Mais votre réunion démarre dans 30 minutes. Vous avez juste le temps pour un sandwich. Voyant qu'il est déçu, vous lui expliquez la situation et vous lui proposez d'aller prendre un café après la réunion. Vous savez communiquer de façon efficace et faites preuve d'habileté relationnelle. 16h59. Vous venez d'éteindre votre ordinateur, mais votre chef entre dans votre bureau et dépose un lourd dossier à traiter avant lundi. Vous n'avez qu'une envie, partir rapidement en week-end. Sauf qu'au lieu de vous énerver, vous prenez une grande inspiration
et négociez calmement un rendu du dossier pour mardi. Vous ne vous laissez pas impressionner par l'imprévu, vous savez gérer votre stress et vous maîtrisez vos émotions, pour votre plus grand bien et celui des autres. 18h30, ce soir, dîner chez Cathy. Elle reçoit 10 personnes, elle vous a demandé de préparer une centaine de canapés. C'est beaucoup trop, mais vous vous mettez aussi à sa place. Recevoir autant de monde après une grosse semaine de travail, le stress. Vous vous mettez au fourneau et partez chez votre ami avec un cake aux olives tout chaud. Vous avez conscience de vos propres ressources et limites et vous agissez en conséquence. Vous savez aussi vous mettre à la place des autres, vous éprouvez de l'empathie pour eux. 22h15, la soirée chez Cathy bat son plein, le plateau de coupe de champagne arrive, mais vous en avez déjà pris plusieurs. Vous savez que c'est le moment de passer à l'eau gazeuse. Pour rester dans l'ambiance, vous lancez un karaoké. Tout le monde s'en donne à cœur joie. Vous êtes capable de porter un regard critique sur vos choix, tout en activant votre pensée créative pour trouver des alternatives favorables. Et voilà, au cours de cette folle journée, vous avez mis en pratique les 10 compétences psychosociales. Savoir résoudre des problèmes, savoir prendre des décisions, avoir une pensée créative, avoir une pensée critique, savoir communiquer efficacement, être habile dans les relations interpersonnelles, avoir conscience de soi, avoir de l'empathie pour les autres, savoir gérer son stress et savoir gérer ses émotions. Ces compétences sont toutes liées entre elles. Par exemple, mener une négociation relève tout autant de la capacité à résoudre des problèmes, à gérer son stress ou à communiquer, que de l'empathie ou de l'habileté dans les relations avec les autres. Comme toutes les compétences, on peut les acquérir ou les renforcer, et il est important de les développer dès la petite enfance. Elles sont utiles tout au long de la vie, pour faire des choix éclairés concernant notre santé. Nos propres compétences ont bien sûr un impact sur les gens qui nous entourent. C'est pourquoi on parle aussi d'aptitudes de vie. Posséder ces aptitudes, ça ne nous amène pas à nous comporter tous de la même manière. Au contraire, ça nous permet de nous adapter le mieux possible à la variété de situations que nous rencontrons en nous appuyant sur nos propres ressources. On peut compter sur beaucoup de monde pour accompagner le développement des compétences psychosociales. Des professionnels dans le cadre de leur mission. Travailleurs sociaux, enseignants, animateurs jeunesse, infirmières scolaires, ou des personnes que l'on côtoie dans notre vie personnelle, amis, parents, voisins, responsables d'équipe. Pour certains, c'est presque naturel. Pour d'autres, ça peut demander une formation ou un vrai travail sur leur façon d'être avec les autres. Cette vidéo a été réalisée à l'initiative du pôle ressources en promotion de la santé de Bretagne avec le soutien de l'ARS Bretagne. Nous tenons à remercier Christine Ferron pour son aimable collaboration. Si vous souhaitez en savoir plus sur les compétences psychosociales, consultez le site du pôle, rubrique compétences psychosociales. Donc, chaque jour, vous développez vos compétences psychosociales et c'est ça qui permet de dire qu'on a une bonne santé mentale. Donc, comme vous l'avez entendu, on peut les développer depuis son plus jeune âge. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais là, l'Éducation nationale a décidé à partir de l'année prochaine de mettre dans les écoles maternelles et primaires des cours d'empathie. On sait que dans les pays du Nord, il y a des cours de compétences psychosociales. Donc, on espère que ça va se développer prochainement pour améliorer notre santé mentale à tous. Alors, en fait, ces compétences psychosociales, elles sont réparties en 3 catégories. Donc, il y a les compétences cognitives, où ça va être tout ce qui est autour de conscience de soi, capacité à la maîtrise de soi ou à prendre des décisions constructives, hein, vous l'avez repéré un petit peu dans ce petit film. Il y a tout ce qui est émotionnel, avoir conscience de ses émotions et de son stress, savoir réguler ses émotions, savoir gérer son stress au quotidien. Ah, excusez-moi, j'ai quelqu'un qui arrive. Hop. Et puis, nous avons également tout ce qui est compétences sociales, tout ce qui va être communiquer de façon constructive, développer les relations constructives ou résoudre les difficultés.
Donc, tout ça, en fait, on fait surtout appel à ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Et cette intelligence, aujourd'hui, elle n'est pas beaucoup développée dans l'éducation nationale ou autour de nous. On est obligé d'un peu apprendre sur le terrain. Et pourtant, il y a moyen vraiment de pouvoir avoir des formations sur ces compétences psychosociales. Pour la santé mentale au travail, plutôt que vous présenter quelles sont les sources de stress, je vais vous présenter comment on peut avoir une bonne santé mentale au travail. Et en fait, on a une bonne santé quand, eh bien, on peut concilier vie personnelle et vie professionnelle, quand on se sent respecté et apprécié, quand notre travail est stimulant, quand notre employeur favorise la croissance et le perfectionnement, quand vous vous sentez en sécurité au travail ou quand les exigences de votre poste sont raisonnables. Voilà pour la santé mentale, une bonne santé mentale au travail. Bon, forcément, qu'est-ce qu'une bonne santé mentale? On est obligé d'un petit peu aborder le trouble psychique. Qu'est-ce qu'un trouble psychique? Alors, un trouble psychique, en fait, c'est une pathologie qui, il faut prendre ces 3 éléments, entraîne des changements majeurs de la pensée, des émotions et des comportements, altère le fonctionnement de la vie quotidienne et perdure dans le temps. Globalement, si vous êtes triste pendant 2 heures, parce qu'il y a une situation triste devant vous, on ne peut pas parler de trouble dépressif ou de trouble psychique. Par exemple, pour la dépression, il faut que ça dure dans le temps, ces sentiments de tristesse. Il faut que ça ait un impact sur la vie quotidienne. Vous imaginez, si vous êtes depuis plus de 3 semaines triste et que vous n'avez rien envie de faire, évidemment, ça a un impact sur la vie quotidienne. Donc les 3 éléments à prendre en compte pour un trouble psychique, c'est la durée, c'est l'impact sur sa vie et c'est l'intensité. C'est-à-dire être stressé, on va dire que c'est une intensité faible, mais si on fait une crise d'angoisse, on a une boule à l'estomac, on est un peu plus fort et si on en fait des crises d'angoisse à plus pouvoir se déplacer, on est sur un impact très fort, une intensité très forte. C'est comme ça que l'on repère en fait le trouble psychique. Alors aujourd'hui, les troubles psychiques sont de l'ordre de 3 troubles. On repère les troubles dépressifs, les troubles de l'anxiété et les troubles psychotiques. Je vais vous présenter un peu la fréquence des troubles. Donc les troubles anxieux, alors c'est une étude qui est faite au niveau de 27 pays européens, plus la Suisse, plus l'Islande, plus la Norvège. Donc en fait, il y a 14 de la population qui est atteinte d'un trouble anxieux et les femmes présentent 2 fois plus de troubles anxieux que les hommes. Pour la dépression, on va être autour de 6,9 On met également les troubles liés à l'utilisation de substances. Aujourd'hui, l'OMS met ces troubles-là dans les troubles psychiques. On va être aux alentours de 4,6 de troubles liés à l'utilisation de substances et donc 3,4 liés à la consommation d'alcool. Pour tout ce qui est troubles psychotiques, il y a 1,2 de la population qui est atteinte d'un trouble psychotique. Pour les troubles bipolaires, nous sommes à moins, je tiens à le dire, 0,9 puisqu'on entend très régulièrement dans les entreprises, celle-ci, elle est bipolaire, elle change d'humeur tous les jours, un jour c'est blanc, un jour c'est noir, et ce n'est pas ça un trouble bipolaire, c'est un trouble de l'humeur, mais ça n'est pas un trouble psychique. Je tiens à remettre les choses un peu en place, parce que la bipolarité est souvent confondue avec des troubles de l'humeur. Donc, en fait, vous voyez que 27,1 de la population est atteinte d'un trouble psychique. 30 de la population, c'est énorme. Donc, il faut bien qu'on s'en occupe. Alors, actuellement, se développent les premiers secours en santé mentale, justement pour repérer plus rapidement les troubles psychiques. Je vous en reparlerai en fin de webinaire. Vous étiez venu là pour avoir surtout des petits trucs et des petites astuces pour aller mieux. Donc, je vais vous présenter les petits trucs. Ça va être des pistes d'action individuelles et pas collectives que je vais vous présenter. Collectivement, ça s'étudie en entreprise, mais là, c'est vraiment individuel. Alors, en individuel, l'équilibre. Pensez à l'équilibre. Nous sommes sur une chaise à 4 pieds. Dans ces 4 pieds, il y a la vie professionnelle, la vie personnelle, la vie sociale et la santé. Donc, je vous ai mis en bas. Faites attention, quand il n'y a qu'un seul pied, c'est pas très stable un tabouret, avec une seule, c'est plutôt une chaise de bar.
On voit souvent des gens, par exemple, s'impliquer énormément dans la vie professionnelle et laisser de côté la vie personnelle, la vie sociale ou la santé. Ils cherchent la perfection dans la vie professionnelle et en fait, ça pose problème sur du long terme. Je dis toujours, il faut être parfait à l'équilibre et imparfait partout. Vous devez être imparfait dans la vie professionnelle, dans la vie personnelle, dans la vie sociale et dans la santé, mais vous devez être parfait à l'équilibre. Ça veut dire qu'il faut s'en occuper. Les vitamines et les oligo-éléments. Alors, le stress a un impact sur notre corps. Il épuise notre corps. Quand nous sommes stressés, nous faisons fonctionner tout un système hormonal très important et ce système hormonal a besoin d'énergie pour fonctionner. Sauf que notre difficulté, c'est que quand on est en stress sur du long terme, on s'épuise physiquement. Donc, il est important de ramener de l'énergie au corps, d'où l'idée de faire des cures de vitamines ou d'oligo-éléments. Vous pouvez aller regarder sur YouTube, il y a le docteur Résimon, qui est un médecin de Bruxelles, qui fait toute une présentation de ce que c'est que la médecine fonctionnelle. Et justement, cette médecine fonctionnelle, c'est de dire qu'avant tout, nous sommes une machine. Notre corps est une machine dans laquelle il faut donner, enfin, à qui il faut donner à manger. C'est comme votre voiture avec l'essence, le gasoil ou la batterie ou encore l'eau, le liquide de refroidissement. Il faut que tout soit à niveau pour que ça fonctionne bien. Eh bien, c'est pareil pour notre corps. Il faut que tout soit à niveau pour que ça fonctionne bien. Donc, vraiment, les oligo-éléments et les vitamines, ça va permettre une récupération d'énergie et ça va lutter contre l'épuisement physique. Je vous ai mis une attention aux troubles de la santé mentale. En fait, le docteur Résimon, au-delà d'être médecin, il est aussi chirurgien esthéticien. Vous laissez cette partie-là, puisqu'il a un peu la difficulté, lui, de vieillir. On pourrait dire que peut-être il est atteint d'un trouble de la santé mentale, mais regardez-le du côté de la médecine fonctionnelle, il est très bon. En Belgique, quand vous venez voir votre médecin traitant, avant même de vous donner des antidépresseurs ou des anxiolytiques, il vous donnera plus facilement des vitamines et des oligo-éléments. Je rappelle aussi que la banane que vous avez mangée il y a 50 ans, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont mangée, mais elle donnait beaucoup plus de vitamines que la banane d'aujourd'hui. Pensez-y. Donc, se supplémenter, ce n'est pas une mauvaise chose. Santé psychique égale activité physique, on vous le martèle à la télévision. On ne vous demande pas de faire des marathons. 10 minutes de marche régulièrement, ça permet de diminuer le taux de cortisol. Le taux de cortisol, c'est l'hormone de stress que l'on fabrique quand on est en situation de stress. C'est l'expression que vous connaissez tous, on va prendre l'air. Quand on prend l'air, en fait, on diminue le taux de cortisol dans le cerveau, ce qui permet d'aérer le cerveau et ce qui permet alors de réfléchir mieux. Si vous aviez un collaborateur en souffrance ou en stress, n'hésitez pas à lui dire « Allez, on va faire un tour, le tour de l'usine ou le tour de l'entreprise, de façon à ce que ça puisse lui diminuer son taux de cortisol et que vous puissiez avoir une conversation plus adaptée ou plus éclairée avec lui. » Ce n'est pas la peine de le faire tous les jours, mais idéalement 3 fois par semaine. Pour diminuer ce taux de cortisol, en fait, il n'existe que 4 données scientifiques, enfin 4 activités prouvées scientifiquement comme diminuant le taux de cortisol. La première, c'est de supprimer la source de stress. Ce n'est pas toujours facile. La deuxième, c'est l'activité physique. Ça diminue le taux de cortisol. La troisième, c'est la méditation. La méditation permet la réduction du taux de cortisol. Et la quatrième, qui vient de donner ces résultats, c'est l'apnée. En piscine, si vous faites des activités d'apnée, votre corps se met au repos, puisqu'en fait, il doit s'occuper d'être en mode survie. Donc, il va se mettre au repos. Voilà. Ah, c'est bon. Autre possibilité, donc, Jardinage, l'activité poterie, manuelle. couture, peinture, bien fait. Il y a quelqu'un qui Reconnexion, a son le micro bonheur. d'ouvert. Oui, Est-ce que je vais écouter que alors, d'une oreille. Je pense pas que ce qui soit- a son micro Je d'ouvert? vais On prendre entend les tout. infos. Je pense pas que ça demande de. Voilà, ça doit être bon. Excusez-moi. Pour l'activité manuelle, en fait,
vous pouvez faire du jardinage, de la poterie, de la couture, de la peinture, de la cuisine, du mandala, tout ce que vous voulez avec votre main. Pourquoi? Vous allez me dire. C'est en fait, il y a une expérience scientifique, il y a une expérience américaine qui a été faite. On a mis des tablettes aux enfants de 3 à 6 ans. Plutôt que de découper, de dessiner, de colorier, on les a mis à faire de la tablette. Et on s'est rendu compte qu'au moment d'apprentissage de la lecture et de l'écriture, ils n'y arrivaient pas. Donc, dans le coup, on a réenlevé les tablettes et on a remis les ciseaux, les crayons, tout ce qu'il y avait d'activité manuelle. Et on s'est rendu compte qu'en fait, les mains permettaient une reconnexion neuronale et permettaient le développement du cerveau. Donc, c'est important d'utiliser la main. Et c'est pour ça que vous voyez beaucoup actuellement de la vente de mandala ou des cours d'art floral, enfin tout ce que vous voulez autour de la main. Si vous avez déjà eu cette activité-là, vous verrez aussi que pendant ces activités-là, votre cerveau ne pense pas, il pense qu'à son activité florale ou à sa poterie, mais il ne va pas penser à tous ses soucis. Il a besoin d'être concentré pour pouvoir se reconnecter. Ce n'est pas la peine de le faire avec de la fatigue physique, c'est-à-dire si vous faites de jardinage, faites attention à votre dos, ne faites pas un lumbago. Hein, on parle de la santé mentale, mais faites attention aussi à la santé physique. Dans les autres trucs et astuces, je vous conseille le post-it. Le post-it, pourquoi? Il permet la décharge mentale, le post-it. Avant de vous coucher, écrivez sur le post-it vos actions à réaliser. Avant de se coucher le soir, n'en mettez pas 10, hein, ça va être trop compliqué. Mais ça permet la décharge mentale, que ça soit tant sur le côté du travail ou que c'est la vie perso. Sur votre post-it, vous pouvez mettre appeler le vétérinaire pour emmener le chien. Ça va être penser à appeler l'école pour le sac oublié de votre fils. Ça peut être penser à appeler votre collègue pour l'informer sur telle ou telle chose. Ça permet avant de vous coucher de vous décharger mentalement et de mieux dormir. Vous n'avez pas besoin de laisser toute la nuit votre cerveau en activité en se disant, quelque part dans votre mémoire, il faut que je me souvienne de ça ou de ça. Et surtout, le lendemain, quand vous rentrez ou quand vous avez votre post-it avec vous sur votre agenda, vous rayez au fur et à mesure. Et là, c'est votre estime de vous-même que vous renforcez puisque tout ce que vous avez fait, c'est plutôt positif puisque vous le rayez. Une fois que vous jetez le post-it, c'est l'idéal. N'en mettez pas 10 et puis ne mettez pas je dois ranger le garage. C'est un peu grand le garage parce que ça ne va pas se faire en fait. Vous pouvez ranger le coin à gauche du garage, mais voilà, faites attention à limiter ce que vous mettez quand même sur le post-it. Pour vous aider aussi pour votre santé mentale, la sieste, votre cerveau, s'il vous plaît, mettez-le au repos de temps en temps. Et puis, obéissez à votre corps quand il vous demande de dormir. Alors, en plein milieu du travail, ce n'est pas forcément possible, mais le week-end, pensez-y, s'il a envie de dormir, allez-y. Idéalement, 40 minutes maximum pour la sieste. Ne dépassez surtout pas 3 heures parce que là, le soir, vous n'allez pas vous endormir. Je vous conseille de faire la sieste avec un trousseau de clés dans les mains et pas dans votre lit, mais plutôt sur une chaise. Pourquoi le trousseau de clés? En fait, au moment où où votre corps va tellement partir dans le sommeil paradoxal, en fait, il ne faut pas qu'il parte dans le sommeil paradoxal. Donc, la clé va tomber parce que vous allez lâcher prise et le fait que la clé tombe, ça va vous réveiller. Ça veut dire que c'est le moment où il faut sortir de la sieste. On continue après tous ces petits trucs que vous faites déjà tous les jours, mais que vous allez voir en automatisme. La vague, ne rien faire. Vous avez le droit de rien faire. Il n'y a pas de souci. Ça permet une récupération physique et mentale. Alors, ne rien faire pendant une demi-heure, ça peut peut-être être compliqué, surtout quand vous êtes assis à un endroit et que vous vous dites qu'il y a le dossier à côté de moi, ou il y a la lessive à lancer, ou il y a la lampe à changer. Ça peut être compliqué. Mais de temps en temps, posez-vous juste dehors à regarder votre rose qui est jolie ou prenez le soleil pour faire un peu de vitamine D. Vous avez la possibilité de rien faire. Ce n'est pas un souci. Ça permet une vraie récupération physique et mentale. Ça permet aussi psychologiquement de dire à votre tête, je ne cours pas après le temps. Du temps, j'en ai. C'est aussi important.
Les relations sociales. Organisez-vous des moments de relations sociales, que ce soit au bureau ou à la maison. Un petit moment de café, c'est utile. Vous vous rappelez, pendant le Covid, on s'est rendu compte à quel point les relations sociales étaient importantes, à quel point la santé mentale a été dégradée parce qu'on ne voyait plus personne, ni nos familles, ni nos amis, ou juste en visio. Et ça ne marche pas la visio, même si aujourd'hui je suis en visio avec vous. Ça n'est pas une vraie relation sociale. Il faut rentrer en contact social avec l'autre dans une vraie relation. Ça permet des fois de dire des petits mots, d'échanger des petites choses. C'est ce que j'appelle les bienfaits, la diminution des ruminations. C'est-à-dire que quand vous êtes tout seul dans votre tête, eh bien, vos idées, elles restent dans vos têtes. Si vous êtes avec quelqu'un, vous pouvez les poser avec des mots MOT. Vous allez à nouveau, avec vos oreilles, les réentendre. Et en fait, ça devient différent dans votre cerveau. C'est vraiment important de pouvoir discuter des problèmes ou des bonnes choses aussi. Donc, se créer un petit café. Alors, ne vous mettez pas la pression, hein, n'invitez pas 15 personnes pour que vous ayez plein de choses à faire et que ça vous stresse, hein. Juste un petit café, des fois avec la collègue, ça fait du bien. Le petit test, un petit test, le test de la lecture. Là, c'est plus pour savoir où en est votre état de stress ou votre capacité à la concentration, à la mémorisation. Si vous pouvez lire un article de journal du Monde, par exemple, et qu'à la fin de cet article, vous n'avez pas abandonné avant la fin, et vous savez de quoi ça parlait, et que vous êtes capable de raconter ce que ça dit, vous allez à peu près bien. Rassurez-vous. Ne lisez pas du Freud, hein, c'est un peu compliqué. Un article du Monde, ça suffit amplement. Ça vous permet d'évaluer un petit peu où vous en êtes dans votre état de santé. Lire 10 minutes. Mais il y a beaucoup de gens qui ont plus de mal quand ils vont pas très bien ou quand ils sont en trouble psychique. On sait que quand ils sont en trouble psychique, on a une vraie difficulté à la lecture. Le bien-être, et oui, quand on a une envie, on y va. J'ai envie de fraises, je vais chercher des fraises. Je sais, au mois de décembre, c'est pas l'idéal. L'idée, c'est plutôt de dire si votre corps ou votre esprit vous envoie une envie et qu'elle est réalisable, bien sûr, hein, parce que si c'est partir immédiatement en avion à l'autre bout du monde, ça ne va pas être possible. Et c'est déjà pas mal, vous n'êtes pas en dépression, vous avez des envies. Mais quand on a une envie, on le fait. Parce que ça génère pour notre corps de la dopamine. Et la dopamine est l'hormone du plaisir et du bien-être. J'ai envie de faire le ménage. Si c'est une corvée, vous ne la faites pas. Vous la faites par obligation, mais si j'ai envie de ranger le tiroir de la cuisine, ça fait des mois que je dis que ce tiroir-là, il faut que je le range, j'en ai une envie là, faites-le parce qu'à la fin d'avoir rangé votre tiroir de la cuisine, eh bien vous allez voir, vous allez être content de l'avoir fait et vous allez vous être déchargé mentalement. Et pour la dernière petite astuce, avant que je réponde à vos questions, la déconnexion. Pensez-y. Alors, vous savez aujourd'hui qu'il y a le droit à la déconnexion professionnelle. Mais pensez à votre droit personnel aussi à vous déconnecter du téléphone portable ou de la télévision. La télévision, quand vous l'allumez, elle n'est pas toujours, surtout sur les informations, elle n'est pas toujours zen attitude. Il y a beaucoup de bouffées d'angoisse surtout sur les informations. Donc, votre déconnexion, vous le mettez en même temps que le moment où vous ne faites rien. Et puis, tout va bien. Vous n'êtes pas obligé de répondre à tous les téléphones portables et à tous les textos et regarder tous les webinaires possibles et inimaginables. De temps en temps, déconnecter. Si vous oubliez, essayez d'oublier une fois votre téléphone personnel à la maison. Vous verrez si vous y arrivez ou si vous êtes addict à votre téléphone personnel. C'est des bienfaits pour soi. Voilà, je suis arrivée au bout de mes trucs et astuces. Avez-vous des questions? Oula. Je suis là, vous me voyez? Oui, c'est bon. C'est bon. Avez-vous des questions? Vous pouvez me les mettre en chat si vous voulez. Je vais aller voir. Et moi, j'ai une question sur le programme du SST santé mentale.
Oui. À qui est-ce qu'il est destiné? Est-ce que c'est plutôt un public RH? Est-ce qu'il est accessible et prévu pour les SST, plus classiques qu'on a en entreprise? Heu, Santé mentale. Et de quoi vous parlez? Des premiers secours en santé mentale? Oui, c'est ça, ouais. Oui. Alors, les premiers secours en santé mentale, en fait, c'est de devenir secouriste en santé mentale. Qu'est-ce qu'un secouriste en santé mentale? C'est comme le secouriste en santé physique. Il a un protocole pareil. À qui c'est destiné? À tout le monde, en fait. Cette formation, elle est vraiment destinée à tous les concitoyens de France. Elle a été développée en Australie, est arrivée au moment du Covid et aujourd'hui se développe. C'est fait pour apprendre à intervenir auprès des personnes qui ont un trouble psychique ou un petit peu en amont, c'est-à-dire de pouvoir les reconnaître, ces troubles psychiques. C'est une formation de 2 jours, de 14 heures, donc qui est proposée en offre complémentaire, donc elle est en dehors de votre cotisation. On la propose, donc c'est fait par une formatrice. Il se trouve que c'est moi-même la formatrice. Et à la fin de cette formation, vous savez comment approcher une personne qui aurait des troubles, comment l'écouter activement et sans jugement, comment la réconforter, l'informer, comment l'orienter vers un professionnel de santé et comment la renseigner sur les autres dispositifs qui existent. Pour moi, elle s'adresse à tout le monde. Maintenant, l'idéal, ce serait que les entreprises aient des secouristes en santé mentale de formés. Donc, c'est vrai que nous avons commencé ça là, depuis septembre au service de santé au travail. Nous en avons une la semaine prochaine qui est complète. Mais il y a d'autres dates qui sont sur notre site internet. Nous avons encore de la place pour le mois de décembre et nous avons d'autres dates en janvier. Je les ai pas vues, moi, ces dates-là. J'ai vu qu'il y avait des lundis, mais Alors, sur notre site internet, à la PST, vous allez voir, vous allez dans offres complémentaires. Normalement, c'est noté. Et l'offre complémentaire, vous verrez les premiers secours en santé mentale. d'accord. C'est aussi bien, si j'avais à répondre par rapport au RH, je trouve que oui, pour les RH, c'est utile. Pour les personnes qui sont en CHSCT aussi, c'est utile. Alors, j'en profite pour vous dire également que dans cette semaine de la santé mentale, donc lundi, comme je vous disais, on fait une formation PSSM, mais elle est complète. Mardi soir, nous avons un after work qui présente sous forme de jeu d'un escape game les risques psychosociaux. Comment comprendre les risques psychosociaux à travers un escape game? Ça, c'est mardi soir dans nos locaux à 17 h. Jeudi matin, jeudi 19 à 9 h, nous avons un café prévention où là, nous vous présentons aussi un jeu de cartes sur les risques psychosociaux et nous vous fournissons la méthodologie d'utilisation de ce jeu de cartes pour étudier vos risques psychosociaux en entreprise. Et puis, à venir, il va y avoir tout un podcast avec des invités sur la santé mentale. Avez-vous d'autres questions? Donc, c'était le versant plus positif de la bonne santé mentale, plutôt que de toujours parler de ce qui fait mal au travail. C'est les petits trucs et astuces qui permettent. Pensez également aux compétences psychosociales où vous pouvez avoir des formations. Pour l'instant, nous n'en avons pas mis en place, mais il en existe dans des organismes de formation pour comment développer les compétences psychosociales. Je vous en prie, pour ceux qui doivent quitter la réunion, il n'y a pas de souci. De toute façon, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Je ne vois pas de questions. Donc, je vous laisse. J'espère que vous avez appris plein de petits trucs et astuces. Vous pouvez retrouver ce webinaire en replay sur notre site internet. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci à vous. Si. Au revoir. Merci à vous. Merci, bonne journée, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.